Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Bon, on va répondre à vos questions, puis là, je vais prendre mon invité de ce midi. On va y aller tout de suite avec la dernière question, parce que c'est pas mal plus vous là, qui êtes un spécialiste dans les fonds communs de placement que moi. 50 ans, investisseur modéré au risque, souhaite s'orienter vers des fonds communs. Il a regardé, lui, TD Revenus mensuels, trouvé dans votre livre, d'ailleurs, de cette année, et les fonds d'action Omega. 2 fonds peuvent-ils suffire comme portefeuille équilibré? Quel pourcentage dois-je utiliser? Placement, plus ou moins 10 ans. Dispose d'un REER de 10 000 investi au Fonds de solidarité. Trouvez-vous le choix judicieux? Daniel Deverdun. Bien, en fait, M. Daniel Deverdun, TD Revenus mensuels est, oui, un excellent fonds. Et je vous dirais, si vous faites déjà affaire avec une autre institution financière, des fois, c'est plus facile. La Banque Royale en a un aussi excellent. La Banque nationale aussi en a un excellent. Et la Banque nationale, par l'entremise d'un courtier, pas d'une succursale bancaire, vous avez ce qu'ils appellent les produits méritage. Ici, vous ne dites pas si c'est REER, hors REER, mais si vous êtes hors REER, les produits méritage, d'ici 2-3 semaines, devraient devenir des fonds catégorie, en fait, disponibles catégorie. Donc, on sait que fiscalement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. Et les fonds d'action privilégiés Omega est un excellent produit. Et à 80-20, moi, je dormirais bien que ça. Comme je vous dirais, la plupart des fonds équilibrés, un seul fonds pourrait être suffisant dans un portefeuille parce que c'est des produits qui sont excessivement bien diversifiés avec un bon pourcentage d'actions d'obligations. Beaucoup aussi de produits équilibrés ont un petit pourcentage au niveau mondial ou international. Alors oui, allez-y, c'est excellent. Bon, l'autre, Yvan, on va y aller tout de suite avec Yannick de Drummondville, le temps d'aller chercher son titre. Bird Construction. Dans le domaine de la construction, ça doit certainement exister, ça, des ETF ou encore des fonds communs? Il y a des fonds qui sont spécialisés dans les infrastructures. Oui. Alors, on va trouver ça dans des grandes infrastructures, dans des grandes entreprises, par exemple, d'ingénierie. Ça va comprendre des firmes comme SNC, par exemple, des choses comme ça. Alors, oui, ça existe. C'est règle générale des fonds structures mondiales. La compagnie McKinsey en a un et il y en a 3-4 qui existent. Là. Il y en a plus qu'un. Et évidemment, c'est des titres d'entreprises, comme par exemple, qu'on prend SNC-Lavalin. Même si on prend, c'est une entreprise québécoise, la majorité de ses revenus ne proviennent pas du Québec. En fait, il y en a très peu, probablement même du Canada. Alors, avec ce genre de titre-là, vous avez une bonne vue de ce qui se passe sur la planète. Une certaine diversification. Une excellente diversification. Alors, pour Bird Construction, qui est une compagnie américaine qui négocie sur le Nasdaq, les analystes ne sont pas très chauds à l'idée de voir ce titre-là. Si vous l'avez, gardez-le, qu'ils le disent, mais c'est pas nécessairement un titre à acheter. Alors, prix cible 40,50 $. D'ailleurs, quand je regarde les ratios de cette entreprise-là, ça perd de l'argent, malheureusement. Il y a beaucoup de difficultés à savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est de l'entreprise. C'est un titre qui est pas mal shorté, c'est-à-dire Vente à découvert. Vendu à découvert. Alors, moi, j'y ferai attention, si vous voulez avoir mon avis personnel, de Bird Construction. L'autre, c'est New Walta. New Walta Corporation, qui est une entreprise canadienne, NAL, donc à la Bourse de Toronto. C'est une compagnie qui est dans le domaine forestier, minier également, un service de transport pour bien les industries. C'est une entreprise qui est bien capitalisée, une marge bénéficiaire brute de 22 %, retour sur l'équité de 3,3 et assez bien dans sa niche à elle. Quand même, 35 fois les bénéfices commencent à être chers un petit peu. Quand on regarde Badger Daylight, entre autres, ou Modern Group, là, qui fait partie à peu près de la même catégorie, c'est beaucoup moins dispendieux, quand même à 13,24 $. Et quand même, 57 % le recommande avec un principe de 15 $. On est presque à maturité de ce côté-là. On vient tout juste de faire la révision. Il y a même Cormac, par contre, qui a été un petit peu sévère avec cette entreprise-là, a baissé sa recommandation à performance de marché et de surperformance. Puis il a baissé aussi son prix cible à 14,75 $. Alors, il commence à y avoir, malgré tout, un certain retour du pendule pour cette entreprise-là, qui a quand même connu une bonne croissance au cours de la dernière année, particulièrement à partir du mois de novembre. Je ne sais pas si on peut montrer le titre, là, mais le volume est faible.
c'est assez faible comme volume, 40 000 malgré tout. Domaine minier, là aussi, hein, il y a des bons fonds, on l'a vu tantôt. Là. Ça varie pour beaucoup, par exemple. Hein. Écoutez, évidemment, c'est des fonds spécialisés. C'est excessivement volatile. Je recommande à très peu d'investisseurs d'investir dans des fonds spécialisés comme ça. De toute façon, les fonds spécialisés, j'aime pas beaucoup ça, j'en ai souvent parlé. Puis, règle générale, les gens, ce qu'ils oublient, c'est quand vous avez un fonds d'action canadienne, règle générale, vous allez au moins avoir 30 qui est déjà investi dans le secteur minier. Vous allez avoir un autre 30 souvent dans les secteurs de l'énergie, ressources, et vous avez les secteurs services financiers. Donc, vous avez les 3 grands secteurs qui représentent près de 80 de notre indice boursier. Donc, ce n'est pas nécessaire de surpondérer. Bon. Une autre question qui nous vient de JC, ça doit être Jean-Claude, je suppose. 23 décembre 2010, vous êtes remonté loin aujourd'hui. Vous avez parlé, vous avez montré un tableau utile pour déterminer si on était à risque d'être considéré comme day trader ou non. Où peut trouver le tableau? Impossible de revoir votre émission. Oui. En fait, sur YouTube, vous savez, bon, c'est accessible à tout le monde. Si vous faites une petite recherche, la fiscalité, le day trading, vous allez retrouver cette émission-là qui est disponible avec François qui s'est invité, M. Provencher, si j'ai une bonne mémoire. Exactement. Mais en gros, ce que ça dit, il ne faut pas oublier que quand vous voulez investir, c'est que vous achetez une action, vous achetez un fonds, puis vous voulez le garder. C'est pas de la spéculation. Donc, c'est pas du day trading, c'est pas considéré comme un revenu, considéré comme un placement. Quand vous achetez quelque chose dans l'objectif de le revendre, évidemment, ça, c'est que vous le gardez une journée ou 2-3 journées, quand vous êtes vérifié par le ministère du Revenu, évidemment, la loi n'est pas claire. Hein? Aux États-Unis, on sait que si vous faites plus que 4 transactions par semaine, vous êtes considéré comme du day trader. C'est plus du gain de capital, mais du revenu, tout simplement. Alors, ici au Canada, c'est pas si clair que ça. Mais faites attention, si vous achetez pour revendre, c'est pas considéré comme du placement. Bon, alors, c'est le nombre de transactions qui va faire foi de tout. Ouais. Si vous faites des transactions de façon quotidienne, vous en faites plus que 10 par mois, là, je vous dirais que vous êtes à risque. Plus le nombre de transactions va augmenter par mois, vous allez devenir très à risque. Et là, c'est plus à ce moment-là du gain ou des pertes en capitaux. Là, vous devenez donc une entreprise. Alors, c'est cette entreprise-là qui va prendre son gain ou sa perte à l'intérieur même des revenus de l'entreprise. Si vous êtes une personne qui transige 9 fois par année, arrêtez de vous casser la tête avec ça, il n'y a pas de problème là. Mais moi, je connais des gens qui m'écrivent parfois, transigent à tous les jours des bêtes-à-peau. C'est un titre. Alors, à tous les jours des bêtes-à-peau, si vous faites un gain, vous faites une perte, vous savez qu'il y a la règle du 30 jours pour le gain ou la perte en capital. Si vous avez fait une perte en capital, vous ne pouvez pas la réclamer si vous n'avez pas gardé le titre ou si vous en avez racheté un semblable moins de 30 jours après l'avoir vendu. Alors, les règles sont extrêmement précises, mais si vous le faites à tous les jours, c'est clair. Là, il n'y a pas d'équivoque possible. C'est clair que vous êtes un day trader et là, vous devenez donc une entreprise en soi. Si vous voulez, bien sûr, il y a le site Internet, YouTube. Et puis, il y a plusieurs. Il y a cette capsule-là, puis il y en a 3-4 capsules assez intéressantes. Et sur notre site Internet, on va le montrer tout de suite à l'écran, vous avez le petit onglet Forum. Habituellement, tous les tableaux se retrouvent là, que ce soit les devantures, couvertures, n'importe quoi, avec Yves Jureau, ses chroniques, et bien sûr, les chroniques, quand on les fait avec Michel, se retrouvent sur YouTube également et sur son site Internet. J'espère que ça répond à votre question. J'aimerais connaître votre opinion concernant un placement TCT. Alors, TCT qui est TCT.U. Bon, alors, c'est des trusts, c'est une fiducie qui est composée strictement de banques. 6 banques. 6 banques. On veut savoir qu'est-ce qui arrive avec cette entreprise-là. Le titre qui semble VGT, etc., etc. C'est un trust. Mais il a monté pas mal, je trouve, depuis le 31 décembre avec les résultats financiers et tout. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, ce trust-là? Est-ce que ça va changer, ça, cette affaire-là? Je ne sais pas les raisons pour lesquelles. En principe, il devait, en décembre 2010, être liquidé. Finalement, les porteurs de parts ont décidé de le continuer. Le dividende est de 84 sous, puis le rendement est de 7,81. C'est quand même pas mauvais. Alors, écoutez, je ne sais pas les raisons pour lesquelles l'investisseur, évidemment, M. Dubé les a achetés, mais moi, je pense que si vous avez acheté pour les bonnes raisons, vous voulez des titres solides, écoutez, il y a 6 banques, 4 compagnies d'assurance à l'intérieur de ça. À moins que vous voulez spéculer, mais si vous voulez investir à long terme, ce n'est pas un mauvais produit. Bon.
parce que de toute façon, lui, ça dépend combien il l'a payé, il le dit pas. Non, c'est ça, on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas beaucoup d'informations. Distribution de 21 cents à 7,8 de rendement, moi, je trouve que c'est pas mauvais, là. Ben, il y a pire que ça. Il y a pas mal pire que ça. Puis en plus de ça, quand on le regarde, ses frais de gestion sont quand même minimes en termes de frais de gestion. Ça a quand même une grosse capitalisation. Ça veut dire que ça donne quand même des revenus, 1,17 79 cents avec rendement de 21 cents par trimestre quand même. C'est pas mauvais, là. Bonjour, est-il possible que je transfère mes REER de ING à une autre sans payer d'impôts? Je pensais bien qu'en investissant dans les CPG qui me donnent 3,5 même 4, mais je pense que je peux finalement avoir mieux chez ailleurs. Je pense investir dans quelques iShares, XU, XCN, XSP. Je pense que vous avez écouté Michel Nadeau, vous. Et je me demande cependant si le prix de l'action n'est pas un peu trop élevé pour me les procurer. Stéphane qui nous écrit, alors la règle, c'est pas compliqué. Vous allez, ou à votre institution financière, vous dites, mon REER, qui est chez ING, je veux le transférer. À partir de là, c'est la banque ou la Caisse populaire qui va le faire. Il n'y a pas de trouble avec ça. Pour le reste, qu'est-ce que vous y conseillez? Ça dépend dans quoi il était, lui, dans son CPG. CPG, c'est quel genre de CPG? 3,5 à 4 si on regarde les taux d'intérêt actuellement, c'est pas si mauvais que ça. Si c'était la partie conservateur de votre portefeuille, ben c'est pas un rendement qui est mauvais actuellement. Évidemment, est-ce qu'on peut trouver mieux? Oui, on peut toujours trouver mieux, avec des risques qui vont aussi avec. Les shares qu'on parle, ici, c'est pas des shares qui sont inintéressants, mais est-ce que ça convient à cet investisseur-là? À M. Stéphane, peut-être pas. Puis quand on parle de transférer un REER d'une institution à l'autre, comme vous dites, il n'y a jamais de frais, il n'y a jamais d'impôt à payer. C'est ce qu'on appelle un T2033. Sauf que la seule chose à surveiller, c'est que souvent, vous devez payer un frais. Quand vous fermez un REER en quelque part, vous devez transférer, il y a souvent un frais qui est 150 $ des fois et plus. Pourquoi? Parce que manuellement, il y a beaucoup de travail à faire quand on transfère un REER ailleurs. Et c'est la firme cédante, donc où vous êtes actuellement, qui doit remplir tous ces papiers-là. Et évidemment, ils vont facturer des frais. Ça arrive très souvent, c'est pas anormal et pas de mauvaise surprise. Bon, bien, je vais vous le montrer, le fameux T2033, 2133, alors de Revenu Canada. N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une transaction pour vos REER, que vous voulez les transférer, que vous voulez les changer, vous voulez modifier, vous faites n'importe quoi avec un REER, c'est pas Revenu Québec qui gère ça, c'est Revenu Canada. Vous demandez la permission toujours à Revenu Canada pour faire quoi que ce soit avec vos REER. Il y a des choses que les gens oublient aussi. Oui. Quand vous sortez des sous dans un REER, ça arrive, nous autres, durant l'année, quelqu'un appelle, dit, bon, ben, je voudrais sortir de mon REER 5 000 $ par exemple. Il y a toujours de l'impôt à payer. Les gens disent, non, vous n'avez pas besoin de m'enlever de l'impôt parce que je ne paierai pas beaucoup d'impôts, je n'ai pas beaucoup de revenus. C'est obligatoire. Le fiduciaire n'a pas le choix, est tenu par la loi de vous enlever un minimum, c'est 22 ou 23 5 au fédéral, 18 au Québec. Bon, ça fait 23 qui va vous prélever à la source, peu importe vos revenus, qui va envoyer, lui, directement, immédiatement aux différents paliers gouvernementaux. Et quand vous allez produire votre déclaration de revenus, évidemment, si vous n'avez pas payé d'impôt, vous allez récupérer ces sommes-là. Si votre taux d'imposition est plus élevé, bien évidemment, vous allez en payer plus. Et un des trucs qui est utilisé, c'est que si vous vendez, par exemple, en bas de 4 999, le taux d'imposition est 1 différent que 5 000 et plus. Alors, ça ne fait pas de grosse différence, mais beaucoup de gens vont vendre 4 900 au lieu de 5 100, par exemple. Mais là, retirer un REER, moi, j'ai jamais compris pourquoi. À moins au moment de la retraite, d'une urgence totale. Moi, il y a des gens qui nous écrivent aussi 25, 30 ans, j'ai retiré 5 000 $. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, dans ma déclaration de revenus? Il faut que tu le déclares pour commencer. Ça, c'est la première chose. Puis tu regardes les taux d'imposition à 50, 55 000, c'est parce que 23 c'est pas assez. C'est 39, c'est autour de 39 à 50 000. C'est ça qui est plate. Michel, c'est extrêmement intéressant encore une fois, comme toujours. On se retrouve le prochain. Hein? Merci. Restez des nôtres demain. On va parler des résultats de Québécois, puis Julien Héline sera avec nous. Au revoir et à mercredi.